Sensei style, pendant ton gilet par balle à base de pop 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 pop. Obligé de la placer. Oh, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que là vous traite bien. Direction Saint-Denis pour Suprême 9.3 Connexion bébé. Pour ma part, je suis un peu paumé avec NTM en ce moment, il y a beaucoup de projets autour d'eux. Il y avait une série Netflix qui devait sortir dans pas longtemps, je pense. Et ce film débarque de nulle part. Je l'ai vu qu'il a popé au Festival de Cannes. Beaucoup de festivaliers en ont parlé. Ils l'ont vu, ils étaient chauds. Mais bon, tu connais les festivaliers, ils sont à Cannes, ils ont sniffé un peu de coke, ils ont pris un peu d'alcool. Ils voient tous les films, tout est beau, tout est génial. Parce que je suis attaché à la culture hip-hop française. Je suis attaché au rap français, j'ai grandi avec. Bon, ça commence avec le rap américain, faut pas être hypocrite, on a tous fait ça avant. On a tous connu Public Enemy, Kid and Play avant NTM, mais je n'ai pas eu de suite de l'affection pour eux, c'était un peu difficile. Même un peu difficile avec les jeunes de Seine-Saint-Denis, quand on se rencontrait au football, ou on se rencontrait dans des soirées, ou on se rencontrait souvent en vacances. Dans une anecdote dont tu te fous, mais je vais quand même te la raconter parce que je suis un mec vachement sympa. J'étais en colonie de vacances au lac des Sétans dans la Nièvre, c'était mon glamour, son droit. Et dans ce fameux lac, on faisait tous les sports nautiques possibles et imaginables, du catamaran, du 420. Et nous avons croisé quelques camarades un peu plus âgés que nous et beaucoup plus balèzes que nous. Ils étaient chauds les gars. De Nez-sous-Bois. Ils nous ont dit que c'était du 93. Malheureusement, nous avons un réflexe pavlovien depuis les années 90. À cause d'NTM, à chaque fois que tu annonces 93, bah nous on avait un réflexe, on disait nique ta mère. Donc les bateaux se sont croisés. On a vu que le visage des mecs ont changé de couleur quand nous avons dit le sobriquet de ce groupe de rap. Quand nous nous sommes croisés, c'était un peu chaud. Ils nous ont un peu mis à l'amende, il faut le dire. Mais nous, pour se venger, qu'est-ce qu'on a fait? On a volé leurs fringues. Ah, c'était bon les colonies de vacances. Et c'était aussi à cette époque l'avènement du rap français avec des groupes forts comme IAM, Assassin, MC Solar en solo. Et on avait un peu tous nos préférences. Moi, j'allais plus vers MC Solar et IAM. Et en fait, si t'aimais ces deux-là à l'époque, t'allais pas kiffer NTM parce que c'était un autre rap, beaucoup plus violent, beaucoup plus rentre-dedans. On était à la limite du punk et je pense qu'il y a beaucoup de punk en France qui les kiffaient. Il y a même une scène dans le film qui en parle très bien. Ça n'a pas de suite été accessible pour moi parce que je préférais le rap à texte que le rap qui te tape dans les couilles. Et autre chose, c'était le seul groupe de rap élite qui fréquentait les mêmes lieux que nous. Moi, je faisais partie de la scène hip-hop par les concerts, par les soirées. Après, plus tard dans la danse. Et Cool Chain et Joey étaient souvent là. Cool Chain portait bien son nom parce qu'il était vraiment cool. Par contre, Joey, j'avais vraiment du mal. Il avait un comportement qui est expliqué dans le film. Mais sincèrement, vu son attitude à l'époque, t'avais pas envie de lui serrer la poigne, tellement il se la racontait le gars. Donc je n'ai jamais mis 100 francs pour acheter un de leurs albums. J'ai écouté à travers les copains. Et le morceau qui m'a mis une grosse claque, c'est Le Monde de Demain. Et après, pendant les vacances en 1995, j'ai écouté Paris sous les bombes, qui est pour moi le meilleur album de ce groupe. Et je l'ai saigné tout l'été. Et en allant voir ce film, je pensais que je connaissais à peu près toute l'histoire. Du moins les grandes lignes, je pensais pas apprendre beaucoup de choses, mais j'ai été surpris, parce qu'il y a pas mal de zones d'ombre qui ont été révélées. Je ne connaissais pas par exemple la jeunesse de Joey Starr, je ne savais pas vraiment aussi comment le groupe a été monté, et sur quelle forme il a été fait, parce que c'était toujours Cool Chain et Joey, il n'y avait pas les danseurs derrière, le DJ, et là ici c'est bien développé. Tu sens que la réalisatrice Audrey Estrujo a mis un point d'honneur à bien se documenter par rapport à ce groupe. Je pense qu'ils ont été consultés, je suis pas parti voir. Mais bordel, qu'est-ce que ça sonne années 80-90, c'est trop bon, même au niveau de l'image. Tu prends une petite machine à remonter le temps, tu repars dans les banlieues de cette époque, dans les bâtiments, dans les fringues, dans la musique, avec ces visages qui ont été très bien choisis, il y a de la sacrée tronque de banlieue. Idem par rapport à la scène d'intro quand je vois ces vieux métros complètement défoncés par des graffitis. Qu'est-ce que c'était bon de mettre en avant ce côté underground, une culture hip-hop française qui était vraiment reconnu à l'époque comme une sous-culture, je sais pas si ça a beaucoup avancé depuis, mais avec ce film et le documentaire d'Orelsan qui est sorti il y a quelques semaines, ça redonne des lettres de noblesse sur un courant musical sur lequel on a trop chié pendant 2 décennies. Alors que c'est le numéro 1 en ce moment, bon, les mecs qui rappent en ce moment, ils ont pas du tout un dixième de level de NTM, mais j'avoue que c'est une belle ironie. Là où j'appréhendais un petit peu, c'était par rapport au rap, mais de ce côté-là, ça assure. Les scènes de concert sont vraiment prenantes, c'est fait caméra au point, embarqué sur les rappeurs, comme sur le public, tu sens la chaleur et le bordel ambiant de l'époque, dans une scène qui a caressé ma nostalgie avec le Globo. Et c'est excellent de revoir des platines vinyles, excellent aussi de revoir des vieux noms, paix à son âme, Lady V, ou entendre le blaze d'une légende de la danse comme Laser, d'autres qui sont bien réussis et qui montrent aussi la difficulté que c'était pour eux d'aller faire leur scène dans des MJC, dans des départements voisins, parce que ça partait souvent en couille, même trop, et quand c'était pas avec les mecs du quartier que t'allais te battre, c'était de la censure par rapport aux politiques, avec des maires qui refusaient que NTM se produisent dans leur ville, mais ce qui a occasionné pour moi peut-être une des plus belles scènes du film, le concert sauvage à l'intérieur d'une cité de Mantes-la-Jolie. Tu ne peux pas faire plus hip-hop de rue, et bien vu aussi d'avoir quitté la barre d'HLM pour nous montrer leur petite tournée en province, avec la petite estafette, j'étais mort de rire, et c'est vrai qu'ils vont se confronter à d'autres personnes comme chez dit les punks, ils vont se confronter aussi à leur propre popularité avec des salles qui se remplissent, et autre difficulté surtout pour Joey, rentrer dans un moule professionnel, comme la création d'un album, comme faire ses balances à l'heure, et aussi gérer leur entourage, ça c'est vraiment difficile par rapport aux rappeurs parce qu'ils débarquent souvent à 30, 50, ils veulent faire plaisir les gars, ils veulent pas oublier le quartier, mais c'est tellement difficile quand tu dois te produire, si tu veux donner un sens à ta carrière et avoir du succès, faut lâcher du lest mon pote. Et comme tout n'est pas si facile et tout ne tient qu'à un fil, mortel. C'est génial d'avoir creusé le côté
psychologique des deux personnages. Cool Shen très pragmatique, qui sait ce qu'il veut. Et un facteur très important, le mec a bossé dans le bâtiment avec son père. Donc ça forge quand même le caractère quand tu fais ce genre de taf quand t'es jeune. Et par contre Joey, c'est là que je l'ai appris, complètement perdu. On peut expliquer certains comportements qu'il a. Il a des liens conflictuels avec son père. Il ne voit jamais sa mère. Et le mec, dès très jeune, était quasi SDF. Et c'est là que ces deux amis vont être complémentaires, comme le yin et le yang. Joey Stark qui a un côté rentre-dedans, un côté folie. Et Cool Shen avec un côté carré, plus posé, plus réservé. Même avant d'avoir vu le film, on le sentait que Cool Shen était le leader du groupe. Et c'était surtout le socle de Joey. Je pense que Joey Stark avait besoin de ce genre de personne. Une personne comme Shen fort dans sa tête, pour pouvoir le guider, le protéger et le ramener à la raison quand il part malheureusement souvent en couille. Le casting est en partie réussi. Et j'ai juste un petit bémol par rapport à Théo Pascal qui est vraiment trop beau pour être Joey Stark. Après Joey Stark il a vraiment un physique à part. Il le joue bien au niveau caractériel, mais le mec est limite trop propre, même si je pense qu'il faut quand même louer sa prestation d'ensemble. Parce que c'est pas évident de jouer un Lascar comme Joey. A contrario, Palm au bien nommé Sandor Funtech, même son blaze il est cool, complètement bluffant en Cool Shen. Il n'a pas les mêmes traits du visage, mais dans l'attitude, dans la façon de s'exprimer, dans la gestuelle et dans la façon de rapper, c'est bluffant. On dirait qu'on est en train de suivre un documentaire sur les jeunes années de l'artiste. Bravo mon pote, je te connaissais pas, maintenant je suis ta carrière. Et deux autres acteurs aussi qui ressortent du film, les deux managers qui viennent d'un autre milieu, ils viennent d'un milieu bourgeois, un qui naît du rock, un autre qui naît de la mode, qui eux aussi ont été des précurseurs quelque part parce qu'ils ont vu le phénomène qu'allait être NTM. Ils ont anticipé, ils ont été surtout la passerelle pour les emmener vers des maisons de disques. Et je pense que le point le plus crucial du film, et celui que j'ai le plus kiffé, c'est d'avoir mis en exergue le contexte sociétal de l'époque et les dividendes de l'assassinat de Malik Oussekine. Ça parle beaucoup d'émeutes, dont celle de Vaux-en-Velin. On voit le comportement de la police par rapport à eux. Le seul lien de l'État avec des personnes de cité à l'époque, c'était les flics à la matraque facile. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre l'écriture de leur texte. Ça va même beaucoup plus loin. Ça parle aussi de conflits internationaux, comme celui-là de ex-Yougoslavie. Et là, on est en 1989. Bien avant l'année de 1995, bien avant Les Misérables de 2019. Tu vois malheureusement que pas beaucoup de choses ont changé, qu'on assiste jour après jour à une paupérisation des banlieues, et que cet appauvrissement permanent donne des zones de l'endroit. NTM avait fait passer le message de manière virulente dans leurs morceaux, et c'est pas faute d'avoir essayé. Les mecs ils allaient quand même en interview pas mal, même c'était un peu difficile au niveau du dialogue, parce que les mecs étaient vraiment crus, authentiques, jamais ils allaient faire les bouffons sur un plateau télé, ils ont bien eu raison d'ailleurs, parce que la haute bourgeoisie de la sphère média n'a jamais reconnu le rap, ont souvent pris les rappeurs pour des clowns. Rappelle-toi Fab avec Nagui. Et là aussi, on le ressent, même dans leurs jeunes années, les mecs étaient intelligents. Jamais ils n'ont eu l'outrecuidance de se faire passer pour des porte-parole de la jeunesse. Ce n'étaient pas des sociologues qui étaient là pour expliquer les violences, ni pour parler des bavures et des émeutes sur d'autres quartiers. C'était juste là pour faire de la musique et faire passer un message qui n'est jamais parvenu tout en haut de l'État. Par contre, bémol, au niveau de l'écriture des dialogues, il y avait des vannes qui étaient très sympas. Il y avait beaucoup d'insultes, mais il y avait beaucoup d'expressions qu'on n'employait pas à l'époque, comme claquer au sol par exemple, ou d'autres. C'est un biopic, faut être précis. Et également anachronisme, Audrey, t'as complètement mélangé la timeline là. Le débat qu'ils font avec le ministre Raoult se situe en 1996, et là le film se déroule entre 1989 et 1992. T'aurais pu modifier un chouïa, mais t'as repris la même phrase. C'est des anarchistes, ça a toujours existé. Quelle époque. Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient, alors écoute ce refrain. Je déclenche tout seul. Pas vraiment un bémol, mais plutôt une déception, j'aurais voulu en voir un peu plus. On se concentre entre 1989 et 1992, on est vraiment dans leur ascension, ils vont faire leur premier zénith. Et ça s'arrête là. Donc je sais pas ce qui va se passer plus tard, mais j'aurais bien voulu voir la partie 2 parce qu'elle est très intéressante. Et là où ils pètent tout, NTM est number one de partout. Tellement de succès qui vont toucher d'autres sphères. Donc la Audrey, si tu veux faire une partie 2, je serai là dans la salle. Peut-être encore tout seul. Comme vous voyez, c'est blindé. Hein. Encore tout seul pour Suprême NTM. C'est de la bombe bébé. Terminus pour le Suprême Nicomouk. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Suprême? Qu'est-ce que tu en as pensé? Lâche-moi un commentaire de rappeur ou de rappeuse. Peace and love.